Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Comme vous le savez, l'émission s'appelle Résonance de l'immigration. C'est un honneur, un plaisir de vous inviter dans cette émission qui commence tout juste pour septembre 2024 jusqu'en mars 2025 sur les ondes de choc FM 105.1. Et on aura la chance à travers cette émission, sous-titrée Dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive, de célébrer ensemble la francophonie, de favoriser la compréhension à son égard. Le projet, lui, consiste en une série d'émissions audio et vidéo, balado, également diffusées sur Choc FM 105.1 et sur toutes nos plateformes de balado populaires, de podcasts, pour des jeunes et des membres des communautés francophones issus de l'immigration et qui consisteront donc en des groupes de discussion et de témoignages avec la participation de jeunes, donc du secondaire et du postsecondaire, ainsi que des professionnels comme vous, du monde de l'éducation ou d'organismes communautaires, socioculturels, qui œuvrent pour l'intégration en Ontario. Et l'objectif, c'est à la fois d'amplifier la voix des jeunes francophones issus de l'immigration, de créer un espace de dialogue intergénérationnel et interculturel, et de sensibiliser aux obstacles systémiques en promouvant, entre autres, les organismes que l'on invite, les solutions qui existent, les programmes qui existent, en parlant aussi des accomplissements, en soulignant ces accomplissements pour améliorer la compréhension et l'inclusion au sein de la communauté francophone. Il y a quelques années, en 2022, on avait fait un projet qui s'appelait Stop Racisme 105.1 et Oasis Centre des Femmes avait été notamment invité sur certains forums et on avait eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur les questions de lutte contre le racisme et les discriminations. Et en quelque sorte, l'émission Résonance de l'immigration se veut un petit peu la suite de ce projet-là, parce que c'est un projet qui avait beaucoup touché et qui avait eu du succès. Et on avait ressenti dans la communauté le besoin d'aller plus loin et de continuer à parler sur nos ondes de ces sujets très sensibles, évidemment. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est très heureux d'inviter aujourd'hui Oasis Centre des Femmes avec nous sur les ondes de choc. Je suis Guillaume Laurin, à mes côtés Stéphanie Salgo. Ça va, Stéphanie? Très bien, et toi? Ça va très bien, c'est un plaisir de te retrouver pour co-animer cette émission et lancer cette discussion, ce dialogue avec nos invités. Dada Gazirabo, la directrice générale d'Oasis Centre des Femmes. Bonjour Dada. Bonjour Guillaume, bonjour Stéphanie. Bonjour. Et on a également le plaisir d'avoir Memou avec nous. Memou, tu peux nous rappeler tes fonctions à Oasis? Alors, bonjour Guillaume, bonjour à Stéphanie, et ça fait plaisir d'être là. Et moi, je travaille à la liaison communautaire prévention et sensibilisation et pour la région du Grand Toronto. Formidable. Merci de vous prêter au jeu et de participer à ce dialogue, comme je le disais, pour une francophonie plurielle inclusive. Est-ce que vous voudriez commencer peut-être juste par un bref rappel de la mission, des missions d'Oasis Centre des Femmes pour nos auditrices et nos auditeurs, juste pour resituer? On a évidemment eu la chance de vous inviter à plusieurs reprises sur nos ondes, mais pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, Oasis Centre des Femmes, en quelques mots, quelle est sa mission? En fait, la mission d'Oasis, c'est vraiment, ça ancre dans la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes les formes, que ce soit physique, économique, systémique, vraiment toute forme de violence, pour donner, outiller les femmes et puis qu'elles deviennent les agentes de leur propre vie. En fait, nous offrons des programmes de soutien personnel ainsi que de soutien communautaire pour que justement ces femmes reprennent leur agentivité, qu'elles arrivent à éliminer la violence dans leur vie. Et puis nous travaillons aussi avec les leaders, les communautés pour que justement
ils adhèrent à cette mission parce que la violence n'est pas juste une affaire de femmes, c'est une affaire de toute la communauté. Voilà. Alors, le thème de l'inclusivité est déjà au cœur de votre mission, je le vois, c'est Mhm. intéressant effectivement et de souligner ce rôle aussi d'homme allié pour les hommes. Et le Mhm. travail que Mhm. vous faites est inclusif de ce côté-là aussi. Est-ce que, puisque nous, on s'intéresse à travers cette émission Résonance de l'immigration aux jeunes et aux jeunes femmes en particulier, est-ce que vous avez aussi beaucoup de programmes et d'utilisatrices, de jeunes femmes qui viennent euh, travailler avec vous, qui sont inclus dans vos programmes, dans ce que vous faites? Mhm. Alors, ouais. Alors, nous avons beaucoup de jeunes filles, et parce que la cible d'Oasis, c'est vrai, c'est toutes les personnes qui s'identifient comme femmes, mais à partir de 16 ans. Donc, ce qui veut dire que les jeunes aussi sont la cible d'Oasis. Et nous avons des jeunes qui viennent soit pour chercher les services d'Oasis, mais nous avons aussi à nos côtés des jeunes et comme Stéphanie et qui rejoignent également la mission d'Oasis et qui portent ces chapeaux et d'ambassadrice. Et ces jeunes, en tout cas, nous aident beaucoup et comment est-ce qu'il faut mobiliser les autres jeunes francophones et pour parler des enjeux de violence que vivent les femmes, mais aussi comment se ressourcer, comment avoir les outils. Et nous offrons des espaces sécuritaires à ces jeunes filles pour qu'elles puissent participer non seulement à la prévention, mais aussi à la lutte contre les violences faites aux filles et aussi voir comment est-ce qu'on peut leur donner les ressources dont elles ont besoin pour qu'elles puissent également développer leur potentiel et assurer ce rôle de relève. Et parce que la lutte contre les violences faites aux femmes, et c'est également une affaire des filles. Et demain, c'est elles qui seront les femmes de demain. Et elles ont leur type de violence, mais aussi et quand elles seront des femmes, elles vont aussi rencontrer d'autres types de violences parce que la violence, elle existe malheureusement toujours. Il faut continuer à développer des stratégies, il faut continuer à la lutte, il faut prévenir, il faut y ressourcer, donc pour qu'on puisse avoir une relève qui est suffisamment avertie et qui a des outils et qui peut faire face aux enjeux et qui sont là. Mhm. Alors Stéphanie, en effet, pour nos auditeurs, nos auditrices et nos internautes, il faut peut-être rappeler qu'avant de travailler à Choc FM, tu as eu la chance d'être membre de Oasis Centre des Femmes. Est-ce que tu as un souvenir particulier? J'imagine que tu as beaucoup appris et que tu as découvert beaucoup de programmes, mais est-ce que tu as une anecdote, un souvenir particulier à nous partager sur les ondes? Oui, je me rappelle qu'avec Oasis, on a fait un atelier sur le féminisme et on a dû se mettre dans la peau d'un personnage de garçon qui dit aux femmes de bien s'habiller, de se couvrir. Et moi, j'avais le rôle d'une fille qui voulait être libre de s'habiller comme elle voulait. Donc, c'était avec une autre burkinabé comme moi et on a échangé. C'était genre un théâtre improvisé. C'est vraiment intéressant et très Mhm. cool. Ah voilà, c'est bien d'avoir une idée très concrète du type de programme qu'on peut découvrir chez Oasis. Vous faites souvent ce genre d'utilisation aussi des arts ou pour le théâtre, pour aider à l'éducation, à l'apprentissage. C'est une méthode que vous adoptez régulièrement à Oasis? Et oui, dans les approches de renforcement des capacités, les ateliers et même dans nos approches de sensibilisation, et surtout, le plus souvent avec les jeunes, il faut utiliser l'approche qui est adaptée dans le milieu des jeunes et la mise en scène et parfois le jeu de rôle. Et on utilise beaucoup ces genres de techniques pour non seulement et permettre aux jeunes de capter le message, mais aussi de se mettre dans la peau de l'autre. Mhm. Et je pense que c'est des exercices, le plus souvent, comme l'a dit Stéphanie, c'est des exercices que les jeunes filles aiment beaucoup. Elles adorent jouer ce rôle. Mhm. Et voilà, et je me rappelle aussi une de nos consultantes, elle avait aussi utilisé la technique c'était dans une formation, comment devenir une ambassadrice.
Donc, les filles ont vraiment joué ce rôle comme si elles sont ambassadrices. Quand vous êtes devant, par exemple, la mairesse de Toronto, quel message vous allez adresser Mhm. en tant qu'ambassadrice dans le domaine de violences faites aux femmes? Quand vous êtes devant le Premier ministre du Canada, quand vous êtes devant, en tout cas, c'est de pouvoir donner, et ne serait-ce qu'une façon, une chance aux jeunes filles de pouvoir s'exercer et parce qu'elles ont du potentiel et elles ont parfois seulement d'avoir cet espace et de renforcer leur confiance en elles et pour qu'elles puissent aborder des enjeux communautaires qui sont également les leurs. Et puis, j'ajouterais aussi, Guillaume et Maïmou et Stéphanie, que le monde change aussi beaucoup. Et nous sommes dans une ère plus ou moins, je dirais, cyber, où tout se fait sur les médias, la communication, les moyens de communication changent de beaucoup. Malheureusement, la violence, elle, ne change pas ou ne baisse pas, ou alors change juste de visage. Donc, c'est très important aussi que on implique les jeunes justement dans cette lutte en utilisant les moyens de bord, les moyens du moment même pour que l'art fait partie de ça, mais le médiatique aussi quand même Mhm, fait partie de cette lutte. Et je pense que les jeunes ont créé aussi la relève dans cette lutte parce que au fait de toujours, cette revendication qui date de à peu près 50 ans commence à nous donner un tout petit peu une fatigue de compassion aussi. mhm, Donc, on doit nous faire épauler par les jeunes, de s'embarquer avec que ce soit les ressources nouvelles, les outils aussi qui sont adaptés au moment où nous arrivons. Et je pense que c'est vraiment important que les jeunes fassent partie de ce que nous faisons. Alors, très intéressant sur ce changement du monde que tu évoques, Dada. Mhm. Première question, est-ce que vous embrassez justement le numérique pour ce qui a trait aussi à la violence en ligne, puisque tu le disais, la violence, elle ne change pas malheureusement, elle se Mhm. mhm, déplace simplement d'un nouveau médium numérique et on la retrouve, cette violence, malheureusement, sur les médias sociaux, à travers des problématiques de harcèlement, entre autres, que l'on peut retrouver pour différents groupes de différentes cultures. Est-ce que vous offrez là aussi des programmes adaptés à ces questions numériques modernes pour lutter là aussi contre ce type de violence, pas nouvelle, mais nouvelle Mhm. par le médium où elles sont véhiculées? absolument. Absolument. Avant que je laisse Maïmo en parler, je voulais aussi, et merci beaucoup d'adresser ça parce que souvent on n'appelle pas ça une violence, on appelle ça une tendance du moment. Mais déjà, même avant la COVID, on avait commencé à remarquer et à voir, on connaît des histoires des jeunes filles qui ont fini leur vie par le suicide, Mhm, justement parce que le monde numérique a beaucoup changé très rapidement aussi. Mais il faut aussi, je voulais surtout mettre l'emphase du fait que ça fait partie intégrante de nos vies. Et non seulement le milieu du travail aussi a changé, tous nos chambres sont devenues des milieux de travail, nos maisons, nos salons, nos cuisines, les parcs sont devenus des milieux de travail. Et c'est intéressant aussi de voir que il faut qu'on développe des outils, des ressources adaptées à ça. Et Maïmou, je vais te laisser mhm. parler du travail qu'on fait au niveau de la cyberviolence. Oui, ouais. Et absolument, nous avons développé beaucoup d'outils et parce que le monde numérique, en tout cas, il est devenu incontournable. Et surtout pendant Covid, et les écoles ont beaucoup fait aussi appel à nous et parce que les cours se tenaient en ligne et puis les écoles n'avaient pas Mhm. forcément prévu et qu'est-ce qui va se passer entre les élèves. Nous avons et entendu des conseils scolaires qui nous disent, ah, dans telle école, les filles nous disent, elles sont fatiguées, beaucoup de choses se passent et qui échappent au contrôle et également du personnel scolaire.
Et là, nous avons développé pas mal d'ateliers de sensibilisation en tout cas, moi, je dispense personnellement dans les écoles et que ça soit en ligne, que ça soit en présentiel, et notamment des ateliers qui parlent de la cybersécurité en lien avec les agressions à caractère sexuel. Et là, je parle de tout ce quelles sont les formes d'agression sexuelle en ligne et les cyberharcèlements et tout ce qu'il y a aux alentours, mais aussi, et j'insiste beaucoup sur et tout ce qui est également le sexting, sextage, et voilà, les contenus à caractère, les messages, les vidéos et tout ce qu'on a comme échange à caractère sexuel en ligne, mais aussi la cyberpornographie. Et parce que, et même si notre cible, c'est à partir de 16 ans, quand même, nous avons des ateliers qui vont à l'endroit des élèves à partir de la 9e année jusqu'en plus. Et ça échappe aux parents et ce qui se passe en ligne échappe aux parents, ça échappe au système scolaire, ça échappe à la communauté. Donc, et c'est là où vraiment Oasis apporte sa grande contribution. Et puis, lors de ces ateliers, nous créons aussi des espaces sécuritaires pour les filles et les garçons, parce que c'est des ateliers qui sont également adressés aux garçons et nous entendons beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup appris et j'ai l'habitude de dire à Dada chaque fois quand je reviens d'un atelier, ah, aujourd'hui, j'ai découvert ça. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qu'on découvre. Par exemple, lors de ces ateliers, je parle également et du consentement et qu'est-ce que dit la loi par rapport à c'est à quel âge le consentement au Canada et voilà et qu'est-ce qu'il y a autour de s'il n'y a pas de consentement et tout. Et je découvre aussi pas mal malheureusement des stratégies qui se développent également pour contourner la loi par rapport aux questions et du consentement. Et ça nous donne l'occasion aussi de discuter avec et les conseils scolaires. Et moi, j'ai participé également dans le processus et quand ils élaborent les plans stratégiques, ils développent des outils. Nous, on vient, on leur dit, OK, et voilà ce qu'on a constaté lors des ateliers parce que quand on crée des espaces sécuritaires, on a quand même des confidences, on a le silence, il est brisé, on a des témoignages qui sont assez poignants, qui ne sortent pas forcément dans le milieu scolaire ni dans le milieu familial, mais dans les espaces que nous créons et ça nous permet de remonter ce genre, en tout cas des défis et ça aide beaucoup les conseils scolaires à créer beaucoup plus d'environnement d'éducation sécuritaire. On parle également des relations saines parce que et voilà, le numérique, il est incontournable. Mais comment est-ce que chaque fille, chaque garçon peut se retrouver dans le monde numérique en toute sécurité? Donc, on parle de c'est quoi une relation saine, c'est quoi une relation malsaine, comment est-ce qu'on peut développer des relations assez saines entre les partenaires et dans les relations amoureuses parce que les jeunes aussi avec les partenaires, ce n'est pas évident. Il faut s'éduquer parce qu'on a un nouveau monde qui est là, il faut faire avec. Et puis, n'oublions pas aussi l'autre domaine qu'on a tendance toujours à oublier, c'est la sécurité économique des filles et des femmes en général, et à l'ère aussi, à une ère numérique où on commande tout, la nourriture, le petit déjeuner, jusqu'à tous nos habits ou tout ce qu'on utilise en ligne. Il y a aussi des arnaques qui se font et qui se font surtout auprès des jeunes. Non seulement les arnaques, mais aussi comment est-ce qu'on apprend aux jeunes à comprendre les outils financiers qui sont tellement à gogo, qui circulent sur les réseaux, y compris aussi les offres, les offres de relations ou les offres de quelques autres services, le trafic humain. Mais si je reviens, je vais vraiment parler un tout petit peu dans le cadre de la sécurité économique des femmes, c'est que on voit aussi que les jeunes filles ou les jeunes en général ne s'éduquent pas nécessairement aux dépenses et à comment est-ce qu'ils dépensent et elles finissent par vivre dans la précarité économique justement parce que cette avenue-là
n'est pas exploité pour aussi les éduquer sur les produits financiers, les offres financières qui leur sont tellement apportées dans la main, mais qui ne sont pas nécessairement expliquées Mhm. et qui sous-tendent justement des abus, des formes de violence qui ne se voient pas que quand on est dedans. Et pas juste les jeunes, mais aussi leurs parents, leurs familles, les organismes, les écoles. Je pense que c'est tout un grand champ qu'il faut vraiment, vraiment continuer à explorer pour que la sécurité de nos jeunes et surtout leur épanouissement et le renforcement de leurs capacités parce que on voit toujours les jeunes qui sont en train de créer. Stéphanie est là, elle peut vous le dire, de créer des apps, de créer des outils pour éduquer. Moi, je suis étonnée de voir comment ils sont tellement aussi rapides, mais comment aussi aller rapidement avec eux, avec les moyens, les stratégies de protection et de prévention. On a déjà abordé deux questions passionnantes, celle des violences numériques et celle des violences financières à l'égard des jeunes et des jeunes filles, des jeunes femmes en particulier. Euh, Nombreuses questions me sont venues en vous écoutant, Memou et Dada, mais je voulais aborder d'abord la manière dont vous tenez ces ateliers pour bien comprendre et faire comprendre à nos auditrices et à nos auditeurs. Vous travaillez, on l'a compris, en partenariat main dans la main avec le monde de l'éducation, avec les conseils scolaires francophones de la région, et vous intervenez dans le cadre d'ateliers pour eh bien, à la fois enrichir l'éducation, la compréhension sur ces questions de violence et aussi pour créer, vous l'avez dit, des espaces sécuritaires en lien plus Mhm. personnel avec parfois des témoignages et beaucoup d'émotions, vous l'avez Mhm. souligné, pour aussi comprendre les réalités des jeunes filles, des jeunes femmes et remonter aussi un certain nombre d'informations au conseil scolaire. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment se déroule de manière générale ce type de rencontre, ce type d'atelier en deux mots? Est-ce qu'on parle d'ateliers virtuels ou en présentiel? Est-ce Mhm. que ce sont des ateliers de groupe ou parfois simplement Individuel. individuels? Mhm. Maïmoun, veux-tu y Oui, aller? oui. Et alors, on a plusieurs formes. Donc, on a des ateliers qui sont en ligne. Ça, c'était beaucoup plus pendant Covid. Et ces genres d'ateliers, nous avons toujours souhaité le faire en présentiel. Et parce que c'est des thématiques assez sensibles, assez lourdes. Et parfois, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas prendre en charge quand c'est en ligne, la caméra est cachée. Moi, je me rappelle pendant Covid, et parfois lors de ces ateliers, je reçois des messages et dans les chats qui me disent, ah, j'ai été victime de ça, j'ai été... Mais derrière la caméra, je ne peux pas savoir c'est qui, on ne peut pas aussi apporter les soutiens qu'il faut, parce que généralement, j'anime ce genre d'atelier, je ne suis pas seule. Je suis toujours accompagnée d'une intervenante qui peut apporter le soutien émotionnel et tout de suite, ou bien et tout de suite lors des ateliers, je peux également demander et recommander aux participants, participantes d'appeler notre ligne de crise FAMED qui est disponible 24 heures sur 24 et toujours une intervenante en français et va répondre à l'appel. Donc, on a ça qui sont des ateliers en virtuel, mais nous avons également beaucoup plus les ateliers en présentiel. En tout cas, depuis la fin de Covid, c'est beaucoup plus les ateliers en présentiel. Et j'y vais dans les écoles. Et généralement, c'est pendant la campagne de sensibilisation, le mois de mai. Et comme vous le savez, c'est le mois qui est dédié à la Mhm. sensibilisation aux agressions à caractère sexuel. Donc, on a un partenariat avec le conseil scolaire et donc les deux conseils scolaires ici à Toronto, donc en collaboration avec mes pairs de la liaison communautaire. Donc, on essaye d'identifier les besoins dans les écoles. On fait des offres ou bien ce sont les écoles elles-mêmes qui demandent ces ateliers. C'est des ateliers de groupe. Parfois, ça peut être des classes, parfois, ça peut être également des groupes de plusieurs classes.
Oui. Est-ce que vous savez si ces questions de violences faites aux femmes et aux jeunes filles sont intégrées, ces questions de violences sexuelles et de lutte contre ce type de comportement sont intégrées dans le cursus même éducatif des conseils scolaires? Est-ce qu'il existe des cours d'éducation sexuelle ou des cours liés à ces questions de respect, Alors, je ne peux pas peut-être trop me prononcer. Je ne sais pas, Dada, si tu as beaucoup plus de connaissances sur le programme, est-ce qu'ils intègrent ce genre de... Dans les structures aussi vraiment structurées qu'est le conseil scolaire, il y a tout d'abord la portion légale, juridique qui est là. Et nous savons qu'en Ontario, je pense que partout, même au Canada, il y a la loi sur le harcèlement Mhm. en milieu de travail, le harcèlement à tout milieu. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les organismes et les institutions sont toujours à jour sur les politiques. Ils sont toujours, c'est ce qui est très, je suis vraiment très, là je ne vais pas en quelque sorte aussi démanteler ça, c'est que je soutiens l'idée qu'il y ait des politiques d'abord. Je pense que c'est un premier pas pour que les gens se trouvent à la même longueur d'onde. Mais en soi, les politiques seules, non suivies de l'éducation, ne fonctionnent pas. Parce qu'à la fin, on se ramasse toujours à avoir des personnes qui vivent les violences, le harcèlement en milieu scolaire, mais dont les politiques nécessairement n'adressent pas la question de soutien, ni la question d'accompagnement, ni la question aussi d'éducation. Parce que c'est pas parce qu'on a une politique dans une école ou dans une université que la violence n'existe pas. Mais il faut aussi voir comment on peut concilier les politiques, l'éducation et puis le soutien aux victimes. Parce que l'un sans l'autre, ça ne fera que juste faire un visage pour dire que nous sommes en conformité avec la loi. Mais bah, de tout ce qu'on fait, il y a des voies de fait sur la route tous les jours, mais la loi est là pour nous protéger, pas pour ne pas résoudre le problème qui existe ou les enjeux qui existent dans notre société. Et je trouve que dans les institutions, surtout dans les écoles, il faut multiplier euh, les bonnes pratiques, surtout de comment, qu'est-ce que quand on trouve une jeune qui est abusée, il peut même être abusé à partir de la maison. Mais comme on passe la journée à l'école, comment est-ce qu'on peut savoir, comment reconnaître qu'il y a l'abus dans l'école, qu'il y a l'abus au sein entre les professionnels et les élèves, qu'il y a l'abus à la maison? Je pense que de ce côté, il y a encore du travail à faire et la collaboration, vous avez mentionné, peut-être vous allez le mentionner plus tard, mais la collaboration et la complémentarité de tous les acteurs est encore à développer. Mhm. et c'est la raison pour laquelle, au-delà des politiques, au-delà de l'éducation, il faut continuer à parler de ces questions et à sensibiliser l'opinion publique générale. C'est le but même de cette émission. Et Nada, puis, ben, Maïmo a parlé de tout, de comment je voudrais pas qu'on passe sans parler justement quand on a eu juste la COVID tombée dessus. Hmm. Choc FM a fait un gros Mhm. travail, vraiment, vraiment, pour nous aider à passer la voie et puis à donner l'espace, surtout cet espace qu'on n'avait plus, euh, qu'on avait d'habitude au bureau, à notre travail et dans la communauté. Tout était coupé d'un coup et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire pour que les femmes ne puissent pas se retrouver dans des situations intriquées de violence avec les lois sur la COVID, par exemple le confinement. Et dans le confinement, il s'est passé beaucoup, beaucoup de violence. Oui. Et d'ailleurs, même maintenant, on est en train de voir les reliquats de ces violences, mais nous avons quand même profité beaucoup, beaucoup de l'espace donné par Choc FM pour parler de ces enjeux et même pour apprendre, vous l'avez vu dans beaucoup de pays, ils ont créé des signaux comme le signal comme ça pour montrer que, par exemple, tu peux même dans une émission
déclarer qu'il y a une violence parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se trouve derrière mon écran à la maison, même maintenant. Et c'est pour ça que nous, on a opté pour ne pas tout simplement le faire d'une façon unique, mais d'essayer de multiplier. Mais durant la pandémie, et on remercie beaucoup Choc FM de nous avoir donné cet espace pour justement passer le message quand c'était plus possible de le faire. C'est une de nos missions, on en est fiers. Merci, merci du coup, chapeau. Ouais. Nada, je voulais rebondir sur ce que tu disais en début d'émission à propos du monde qui a changé. Et là, peut-être un vent d'optimisme mesuré, pourrait-on dire, avec effectivement sur le devant de la scène médiatique en particulier des Mhm. questions peut-être plus avancées sur le respect des différents genres, le respect des personnes LGBTQ, le respect des différentes origines socioculturelles, économiques, etc. Et cette volonté de mettre en avant un vivre ensemble qui est peut-être plus patente après la pandémie. En tout cas, ces questions-là sont davantage débattues. Est-ce que vous avez le sentiment, dans votre travail de fond au quotidien avec les femmes malheureusement victimes de violences, est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, les choses progressent, les violences impunies sont moins fréquentes? Est-ce que vous avez le sentiment, en deux mots, la cause que vous défendez avance au Canada? On a ici au Canada l'adage du verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense que nous, on est un peu, je dirais, à moitié vide parce que quand, avec la pandémie, la violence a pris de nouveaux visages. Et ces visages ne sont pas nécessairement reconnus et parce que justement, même en partant, si on partait des mesures de prévention de la COVID, ce sont des mesures qui n'ont pas la façon de communiquer ces mesures. Parce que nous avons d'ailleurs fait une étude qui est on est en train de finaliser le rapport pour voir quels sont les impacts de la COVID sur les femmes francophones immigrantes. Parce que même les mesures, les règles de conduite qui se donnaient, nous, les francophones, on les avait peut-être à 3 jours de ce que le monde entier avait reçu, surtout ici à Toronto, parce que la communication, l'utilisation de la langue française n'est pas nécessairement dans toutes les mesures d'urgence. Et là, en ce moment-là, c'est comme si on était laissé, les femmes surtout étaient laissées pour compte. Et au moment où d'habitude elles se relayaient à nous, pour nos fils que nous appeler ou venir la journée, passer la journée dans nos locaux, il y avait rien de tout ça. Tout ce que nous avions, c'est les lignes de crise. Parce qu'à un certain moment, nos lignes de crise ont été débordées. Pendant qu'on se plaignait que les femmes n'appellent plus les lignes de crise, durant la pandémie, c'est le seul service qui existait et on voyait combien de violences justement nouvelles formes de violence. Il suffisait, par exemple, je peux donner un seul exemple pour vous dire combien, quand il y a des crises, les formes de violence prennent tout de suite un autre format. Il y avait, par exemple, les parents qui sont en instance de séparation ou de divorce, qui devaient aller chercher les enfants ou qui devaient aller rencontrer les enfants à un point pour les prendre. Un des parents devait faire ce travail. Mais il y a eu, par exemple, un des parents qui venait chercher les enfants et ne les ramenait pas parce que les mesures d'urgence disaient que on ne doit pas se déplacer. Et puis, il disait, pour la contagion, je vais protéger mes enfants. Je ne sais pas si la maman est capable de le faire. En ce moment, ce n'était pas juste la violence habituelle qui s'était passée, mais il s'est ajouté une violence de démontrer que la maman n'est pas capable même de prendre soin des enfants ou de lui montrer que j'ai le pouvoir. Il y a des parents qui devaient payer les pensions alimentaires durant la pandémie. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois, mais ce n'était pas une raison de penser que ton enfant
ne doit pas manger durant la pandémie parce que le salaire s'est arrêté, mais il y avait aussi les, 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 les mesures de, comment on appelait ça, l'argent que les gouvernements ont donné pour justement parier aux pertes d'emplois. Ouais. En français, ça s'appelait la contribution. Je me rappelle plus, La c'était prestation, prestation pour oui. la COVID. Et là, dans ce cas-là, il y avait aussi cette violence économique qui s'appliquait, mais qui n'était pas nécessairement connue. Donc, il y a eu tellement beaucoup d'autres formes de violence qui se sont créées et sous un toit où il n'y avait pas de séparation, où on vivait 24 heures avec l'abuseur. Par exemple, la consommation exagérée d'alcool Oui. ou de drogue qui résultait à la fin en des violences. Et là, ça partait du systémique, mais ça se reflétait aux individus et dans les familles. Et je trouve qu'on continue d'en entendre qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie. Et pour nous aussi, des fois, c'est des formes de violence qu'on n'a pas encore vues. On a vu, par exemple, au niveau des écoles, les enseignantes qui étaient d'un côté subissaient des pressions par les enfants, des pressions par les familles, des pressions par le système. Et à un certain moment, elles s'étaient coincées par les trois grandes structures pour lesquelles elles travaillent. Et puis, elle avait sa propre famille aussi. Et je trouve que des fois, on ne s'en rendait même pas compte parce qu'il n'y avait pas son moyen de communication. Et si je reviens à ta question justement que tu posais tout à l'heure, c'était seulement de voir, de créer même la nouvelle structure d'offre de services en ligne et qui tient en compte de la prévention. Et surtout, moi, je dirais que c'était juste la réduction des méfaits qu'on utilisait parce qu'on devait vivre avec l'abuseur. Les enfants devaient vivre dans l'abus, mais en même temps, on ne voulait pas que les gens attrapent le virus. Et à des moments, c'était très, très intense. Et l'après, le post-COVID, c'est ça justement. Et l'étude qu'on a menée, les femmes ont parlé. Les femmes ont parlé de beaucoup, beaucoup d'autres formes de violence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appris, l'une des stratégies qu'on a appris, c'est d'impliquer les jeunes à aller rencontrer les leaders politiques pour que dans des moments comme les urgences, les crises, il y ait des mesures d'urgence qui prennent en compte les spécificités des filles et des femmes. Et nous espérons que nous avons commencé à travailler là-dessus parce qu'il est important maintenant que s'il se passait une autre crise demain, est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que les femmes vont vivre les mêmes violences qu'elles ont vécues il y a 4 ans? Donc, c'est un chantier en construction. Oui, mais Et Guillaume, oui, et je vais juste parler aussi certaines leçons que nous avons apprises et de COVID. Et pendant que tout était fermé, les femmes étaient à l'intérieur, on s'était rendu compte que même le profil de notre clientèle avait évolué. Parce qu'avant, on n'avait pas forcément, même si on en a quelques-unes qui venaient des professionnels comme nous, et on n'en avait pas beaucoup. Mais juste, boum, après COVID, on a beaucoup plus de femmes professionnelles comme nous et qui viennent chercher du soutien et qui, en tout cas, à un certain moment, et dans le confinement, la violence a éclaté. Donc, ça c'est quelque chose que COVID nous a également appris. Mais moi, j'ai toujours comparé aussi la violence au virus lui-même. C'est comme un virus. On trouve des stratégies pour lutter contre, pour la prévention en fonction de la situation, en fonction du conditionnement. La violence, elle va prendre de nouvelles formes. Et par exemple, quand on voit tout ce qui se passe en termes de la crise économique, la précarité de la vie, la crise du logement. Oui, Et moi, je me rappelle, il y a de cela quelques mois, j'ai essayé de faire une petite analyse
et sur quelles sont les nouvelles formes de violence en lien avec la crise du logement à Toronto. J'ai découvert des choses que je n'ai même pas imaginées. Comment est-ce que les femmes, il y a ce que nous voyons, on peut dire, OK, et il n'y a plus d'espace dans les shelters et aussi notre communauté francophone, on a une seule maison d'hébergement, la maison qui a une capacité de 20 lits. Donc, imaginez toutes ces femmes qui vivent de la violence avec dans leur couple et qui ne peuvent pas sortir parce que si elles sortent, est-ce qu'elles ont la capacité de payer à elles seules une chambre à Toronto? C'est impossible. C'est impossible. Et voilà, la violence économique qui est vraiment systémique, elle contraint les femmes parfois à faire le choix entre est-ce que je reste avec mon abuseur ou je vais aller dans l'itinérance. Et même l'itinérance n'est pas à la portée des femmes. Parce que le système à lui, surtout quand une femme elle a des enfants, le système à lui, il confond et la pauvreté et la négligence, et elle risque de perdre son enfant. Donc les femmes, elles sont coincées avec leurs abuseurs ou bien elles sont dans l'itinérance qu'on ne voit pas. Elles sont dans les canapés, dans les sofas des amis de porte en porte. Et c'est beaucoup de choses. Ou bien on reste dans un logement et avec tout ce que cela prend avec le bailleur et parfois qui demande des avances, parfois qui transforme le complément des loyers que la femme, surtout si elle est monoparentale, elle ne peut pas payer et par d'autres services. Ouais. Donc, ça devient à la limite de l'exploitation et de la traite des personnes. Et tout ça, les systèmes ne le voient pas. Et parfois, les femmes ne vont pas aller, surtout quand elles sont francophones, avec la barrière de la langue, avec la lenteur du système, avec est-ce qu'on va me croire, et puis parfois on ne sait même pas elle est à quel niveau de son processus d'immigration, quelles sont ses priorités. Et c'est d'avoir mon acceptation, je demande l'asile ou bien je suis dans le processus de ma résidence permanente. On s'occupe beaucoup plus il faut que j'ai un statut confortable, alors que de l'autre côté, on vit des choses qui sont extrêmement aussi épuisantes et qui touchent les questions de santé mentale. Et puisque justement l'émission Résonance de l'immigration s'intéresse en particulier aux immigrants, on le sait, nos communautés francophones sont en grande partie constituées d'immigrants ici à Toronto et dans la région. Vous avez parlé plusieurs reprises déjà du terme d'obstacle systémique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Oasis Centre des femmes s'attaque à ces obstacles systémiques, pas seulement au racisme systémique, mais à tous ces types d'obstacles qu'on a pu déjà évoquer et qui perpétuent justement les violences faites aux femmes dans notre communauté ou nos communautés francophones? Au fil du temps, de toute la vie d'Oasis, on a quand même appris à adopter des approches très spécifiques qui ne regardent pas juste une femme et une forme de violence. Parce que quand une personne arrive, et nous surtout, vous parliez de l'immigration, quand on arrive ici comme immigrante, on est aussi francophone. La langue est déjà un enjeu. Pour les femmes, c'est des femmes quand même, tu peux être éduquée ou non, tu peux avoir vécu beaucoup d'autres violences d'où tu viens et tu vis la violence que tu rencontres comme dans le secteur du logement, ou alors tu dois retourner à l'école, ou tu as un handicap quelque part, ou tu es, comment dirais-je, ton orientation sexuelle n'est pas nécessairement connue ou est enclin aux discriminations ou au racisme. Et nous, on ne regarde pas cette femme sous un seul angle qu'elle nous apporte, mais sous tous ces aspects qui la mettent à risque d'être discriminée, de subir du racisme ou d'autres formes de discrimination. Mais on essaie de regarder dans l'ensemble ces défis dans l'ensemble et ces obstacles qui vont la prédisposer. Et c'est pour ça que
quand vous allez à Oasis, on essaie dans la mesure du possible que la femme passe à travers d'un service à un autre sur place. Mais même ça ne suffit pas. On doit justement travailler, collaborer avec les partenaires communautaires pour que justement cette réponse ne soit pas une réponse pour un petit problème, parce qu'un problème peut générer le suivant affecter l'autre, et à la fin, le systémique, c'est là où ça s'applique. Nous, on veut vraiment démontrer combien une personne nouvellement arrivée peut être confrontée à 10 000 en barrières et obstacles. Et aussi longtemps qu'on va juste résolutionner, ça ne va pas marcher. Par contre, on implique les femmes aussi à aller vers les solutions et à nous aider à les aider. En même temps, à aller aux écoles revendiquer les services aux immigrants aux écoles. Au niveau de la santé, revendiquer. Et ensemble, dans une même voie, on aura adressé tout le systémique et l'individuel. Donc, pour nous, on dit toujours, on a un adage qui dit le personnel est politique. Ça peut jamais être personnel sans que le politique soit inclus dedans aussi. Donc, c'est pour ça que vous nous verrez toujours, Guillaume, faire la revendication, parce que sans ça, nous ne pourrons pas offrir le service, et sans qu'on travaille avec nos partenaires, on n'arrive pas à aider les femmes. Je ne sais pas si ça répond. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dada, pour la réponse. Je voulais juste ajouter pour préciser peut-être, parce qu'on a parlé tout à l'heure de politique aussi et de sensibilisation. Quel est le rôle qui est le vôtre dans l'éducation des décideurs politiques et des institutions sur cette question de la lutte contre les obstacles systémiques et des violences basées sur le genre, des violences faites aux femmes, de toutes ces violences que l'on a évoquées? Mhm. Moi, je voulais vous dire l'une des choses, notre grande force, surtout, c'est qu'on ne prend pas les immigrants ou les personnes qui arrivent au Canada, comme on le dit tous les jours, des personnes qui viennent soutirer les richesses au Canada. Ce sont par contre des personnes qui amènent beaucoup de richesses, beaucoup d'atouts pour la nouvelle terre qu'elles ont choisie. Et ce qu'on fait beaucoup plus, c'est qu'on les inclut dès l'arrivée dans la recherche de leurs solutions. On était en train de le rire, Maïmou et moi. On voit de plus en plus que nous sommes des personnes qui ont choisi le Canada. Mais de l'autre côté, il y a le Canada qui choisit d'autres personnes. Et à un certain moment, le déséquilibre tombe. Si on vous choisit, c'est bien aussi d'ouvrir grandement les bras c'est comme si quelqu'un vient cogner à ma porte et me dit, je viens vous rendre visite ou je viens passer une après-midi avec vous. Dans ce cas-là, je ferai tout pour essayer d'accommoder cette personne, pour lui trouver une bonne chaise, un bon endroit, de la nourriture, un endroit où il se sentirait bien accueilli. À un certain point, nous trouvons que le Canada aussi est en train de perdre cet atout de dire que ces gens nous amènent des richesses. Ce pas des gens qui viennent nous soutirer des richesses. Par contre, ce sont des gens qui viennent contribuer à part entière. Et quand ça arrive aux francophones, nous nous trouvons un tout petit peu tellement singularisés. C'est comme si ce qu'on nous fait, c'est un privilège. Alors que nous avons choisi le pays, nous aimons le pays et nous voulons aussi que ce pays ouvre grandement les bras, ouvre les ressources. Et si je reviens justement à l'approche qu'on utilise de toujours impliquer les bénéficiaires de ces services à donner elles-mêmes ou eux-mêmes les solutions. Ça devient beaucoup plus facile parce que je ne vais pas vous nourrir à la cuillère, mais je vais travailler sur ce que vous nous avez dit qui fonctionnerait. Dites-nous vos besoins, nous allons les satisfaire. Et justement, dernièrement, avec la COVID aussi, et c'est ce qu'on a trouvé qui marche beaucoup, même avec les jeunes, c'est qu'on se coalise ensemble pour aller amener
par exemple, ce qu'on a trouvé au niveau de l'impact de la COVID, de dire, allez, nous allons rencontrer la mairesse de la ville ou le non-conseiller, nous allons rencontrer les ministres, les députés, pour leur dire, écoutez, voilà ce que vous pouvez faire pour nous. Nous avons fait le premier travail. Vous n'allez pas commencer à réfléchir de quoi ont besoin ces femmes francophones qui nous arrivent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces francophones s'intègrent? Nous avons fait le gros du travail et je pense que l'important, c'est aussi que nous nous sentons écoutés, nous nous sentons validés, valorisés et le reste n'est qu'entre nos mains et les deux parties, les leaders politiques, les politiciens, les programmes politiques aussi vont considérer ce qu'on leur a dit. Pour nous, vraiment, comme femmes francophones, je pense que c'est le nerf de guerre de travailler en disant, écoutez, nous sommes là, nous voulons nous prendre en main. C'est ce qu'on dit aussi aux femmes. Quand une femme vient chez nous, on lui demande, qu'est-ce que tu aimerais faire? Quel est ton plan? Et le moment où elle nous dit ce qu'elle veut, nous avons vraiment la voie facile de l'accompagner à arriver à son point. Il faut qu'on arrête de prendre les immigrants comme des gens qui viennent chercher. Ce sont des gens, oui, c'est vrai, elles cherchent l'épanouissement, elles cherchent l'établissement, mais elles amènent aussi quelque chose. C'est donnant-donnant. Donc, quand on comprend ce schéma, je pense que ça rend les choses faciles et ça rend aussi l'établissement, l'épanouissement des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants facile. Et ça rend aussi la vie facile aux politiciens parce que quand ils vont faire la provision des programmes, ils tiennent compte de nos suggestions, de nos besoins. Ouais. Mais ce n'est pas partout, malheureusement, que on arrive à nous écouter ou à nous donner cette voix. Et c'est pour ça que moi, je trouve quand les médias nous donnent cette voix, je pense que les gens qui vont nous écouter vont quand même comprendre que nous faisons beaucoup pour aussi notre pays, notre nouvelle terre. Absolument. Dada Gazirabo est directrice de Oasis Centre des femmes au service des femmes francophones depuis 1995. Je m'en voudrais de ne pas rappeler le site internet pour retrouver tous les détails, davantage de renseignements sur Oasis, ses programmes, ses missions, c'est oasisfemmes au pluriel.org. Dada Gazirabo, Memou Wali, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pour terminer, peut-être voudriez-vous nous donner quelques mots sur les programmes à venir et l'avenir d'Oasis pour l'année 24-25? Quels sont les programmes sur lesquels vous travaillez actuellement? S'ils ne sont pas confidentiels, est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus sur ce qui s'en vient à Oasis pour le futur proche? Alors, oui, donc déjà le programme sur lequel nous travaillons actuellement, nous avons toute une panoplie de services que nous offrons aux femmes et aux jeunes filles qui viennent chez nous et nous les offrons dans la langue en français. Et nous avons le counseling, nous avons l'appui transitoire et soutien au logement. Nous avons également tout un programme d'établissement que nous appelons Femmes immigrantes et réfugiées, le programme de soutien à la cour de la famille et les relations communautaires, donc tout ce qui est comme éducation publique sur les questions de violence faites aux femmes. Nous avons également les soutiens de préparation à l'emploi, donc les femmes qui viennent et qui cherchent de l'emploi ou bien qui veulent carrément changer de carrière. Nous avons aussi l'entrepreneuriat et le soutien à l'entrepreneuriat et féminin. Donc ça, c'est des programmes qui existent. Nous avons un tout nouveau programme qui va démarrer également bientôt. C'est le programme d'appui transitoire pour la traite de personnes, donc qui va démarrer. Et nous avons aussi pas mal aussi d'initiatives telles que les hommes alliés, parce que voilà, c'est une initiative pour laquelle nous sommes très, très fiers et nous sommes vraiment très reconnaissants de tout ce qu'ils font les hommes pour nous aider dans la prévention et dans la sensibilisation au niveau de notre communauté. Nous avons les ambassadrices qui sont à nos côtés, nous avons les plus fortes qui sont également un groupe très dynamique, les aînés,
et qui sont avec nous et qui nous aident beaucoup. Nous avons beaucoup d'autres aussi projets et qui sont là et qui développent aussi des soutiens en groupe ou des soutiens personnalisés pour les femmes et qui viennent et chercher les soutiens à Oasis. Et puis, Guillaume, un dernier mot que je voudrais, merci beaucoup Maïmou, elle a tout dit, mais je voudrais ajouter aussi que depuis ces 30 ans, merci d'avoir rappelé aussi que nous célébrons les 30 ans l'année prochaine. C'est qu'il faut que notre communauté, notre société aussi comprenne que la diversité plurielle des femmes et des femmes francophones en Ontario est une grande richesse sous plusieurs égards. Et je me dis, j'ai appris le mot dans toute ma carrière, le mot agentivité. Le mot agentivité, c'est tout ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Parce que quand tu donnes une voix, un espace et la sécurité à une femme, le reste est de l'histoire. Et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne justement ça, parce que quand les femmes sont épanouies, quand les femmes sont en sécurité, c'est la société qui y gagne. Et je pense qu'il est très important qu'on comprenne cet enjeu. Les femmes se prennent en main et plus les femmes se prennent en main, la société en gagne. Et si les femmes restent appauvries en Ontario et à Toronto, c'est vraiment la catastrophe parce qu'elles sont là. Elles ont tout ce que ça prend, mais elles ont beaucoup besoin d'être épaulées et d'être écoutées. Pour moi, je pense que c'est ce qu'on va continuer à instiller. Et puis, on a oublié de parler beaucoup des hommes alliés, mais les hommes alliés, depuis que nous les avons introduits dans nos services, ils sont en train aussi de changer la donne parce que ce sont des modèles, des hommes modèles qui vont aussi donner des modèles à de jeunes garçons. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que la violence, en grande partie, est perpétrée par les hommes. Et ce sont des hommes qui ont soit vécu la violence ou des hommes qui ont été des victimes, qui ont aussi été éduqués par des hommes violents. Moi, je me dis, à un certain moment, il faut casser le cycle de la violence quelque part. Et c'est en éduquant nos enfants, filles et garçons, à l'égalité. Ouais. Je pense qu'on peut dire, peut-être sous forme de boutade pour conclure, que plus que jamais, la femme est l'avenir de l'homme. Merci beaucoup, mesdames. Ouais. Participer à cette émission spéciale sur les ondes de Choc FM 105.1. C'était Guillaume Laurin avec Stéphanie Salgo à mes côtés pour Résonance de l'immigration spéciale Oasis Centre des Femmes. Rendez-vous sur oasisfemmes.org pour plus de renseignements sur tous les beaux programmes et les actualités qui s'en viennent. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous aussi. Bye. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.